passionnant. Pardon. Jacques Chancel, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous faire une confidence. Faites-la. Oui, c'est terriblement intimidant pour moi de vous avoir à mes côtés ce soir. Oubliez très vite. Ne souriez pas. Je vais quand même vous dire que comment ne pas être intimidé lorsque l'on reçoit celui qui, pendant 20 ans, de 1968 à 88, chaque jour, à son micro, a interviewé les plus grands, de Sartre à Bardot, de Hitchcock à Dali, de Chagall à Karajan et tant d'autres. 6800 radioscopies, 6800 confessions, presque une légende du siècle. Et France Inter, d'ailleurs, cet été, a pour notre plus grand plaisir rediffusé certains des beaux moments. Comment, à ma place aussi, ne pas être intimidé, excusez-moi, lorsque l'on accueille celui... Vous ne paraissez pas intimidé, je vous le dis tout de suite. Hein. Au fond de moi, si. D'ailleurs, ça m'agace un peu. Mais je vais quand même continuer. Je vous en prie. Et vous dire que je suis donc intimidée d'accueillir celui qui a créé, et tout le monde dans cette salle sera d'accord avec moi, l'une des plus belles émissions de télévision, comme hélas on n'a plus actuellement, un hommage à la culture, un hommage au talent, au pluriel, qui a fait le bonheur pendant 17 ans, hein, c'est ça, des téléspectateurs, le Grand Échiquier, bien sûr. Vous voyez ? On le disait tout à l'heure, hein. Vous avez été, Jacques Chancel, après les 6800 radioscopies, voilà un autre chiffre, le chef d'orchestre de 350 grands échiquiers, réunissant Barenboim et Pavarotti, offrant au public des heures d'éblouissement autour de Menuhin, de Rostropovitch, d'Isaac Stern, que vous associez d'ailleurs pour l'amour de la musique avec des Georges Brassens, des Léo Ferré. C'était fabuleux. Dans votre dernier livre que j'ai ici, Fugacité, vous dites, je vous cite, « J'aurais passé ma vie à voler la lumière dans la poche des écrivains, des musiciens et des poètes. » C'est une très belle phrase, mais moi je me permettrai d'ajouter, car votre pudeur extrême vous empêchera de le faire, que ces écrivains, ces musiciens et ces poètes, non seulement vous les avez reçus, mais la plupart sont devenus vos amis. Car, et cela aussi c'est exceptionnel, on ne vous connaît pas de détracteurs, que des amis. J'espère que j'en ai quelques-uns. Ils sont bien cachés. L'unanimité devant votre personnalité, la fidélité de votre comportement et votre talent. Vous ne rougissez pas un peu? Non, ce qui me plaît, c'est le mot fidélité. Celui-là, j'y tiens. On en reparlera tout à l'heure. L'anecdote que je voudrais citer maintenant découle de cela, découle justement de l'amitié. Elle date de 1975. Elle date de ce jour où le ministre de la Culture de l'époque a décidé de nommer Marcel Julien pour créer Antenne 2, aujourd'hui France 2. Et Marcel Julien, votre ami, sans vous prévenir bien sûr, a fait publier une dépêche AFP, carrément, brutalement, disant « Jamais je n'accepterai ces fonctions si Jacques Chancel ne vient pas avec moi ». C'est vrai ça, hein? Oui, il l'a dit. C'était une traîtrise, mais une traîtrise heureuse. Et Jacques Chancel est venu, évidemment. A commencé alors une nouvelle et passionnante aventure, puisque la chaîne, votre chaîne, allait bientôt compter 700 personnes. Et parmi ceux que vous alliez engager pour la constituer, figuraient entre autres Robert Chapatre, Roger Couder, Armand Jameau, Bernard Pivot, Jean-Christophe Averty. Ne lisez pas, vous les connaissez, là. Jean-Pierre Elkabbach. Tant d'autres. Tant d'autres. Vous ne vous étiez pas trompé non plus en ce qui concerne les recrutements. Et je sais que vous ne souhaitez pas que j'énumère toutes les fonctions qui ont été les vôtres, alors je dirais juste que vous êtes toujours actuellement conseiller à la présidence de France Télévisions, président d'honneur d'une chaîne qui vous tient très à cœur, la chaîne musicale Mezzo. Vous dirigez depuis 1993 une revue de réflexion sur la télévision qui s'appelle Les Écrits de l'image, dont nous reparlerons sûrement tout à l'heure aussi. Bien sûr, sur France Inter, chaque dimanche à 17h, vous produisez Figure de proue et vous continuez à radioscopier, même si le mot n'y est plus, vos invités. Vous travaillez à une émission sur le patrimoine pour France 3 et puis vous écrivez, et vous écrivez beaucoup. Vous avez publié cette année avec Fugacité votre 25e livre, ainsi qu'une anthologie, en quelque sorte des coups de cœur littéraires de 365 de vos invités, La mémoire de l'encre,
c'est très beau. On en parlera là encore tout à l'heure. Alors je vous redemanderai certainement comment vous vous organisez pour faire tout ça et être encore avec nous aujourd'hui, ce qui nous ravit. Mais je voudrais d'abord essayer, je dis bien essayer, de vous faire lever un tout petit coin de voile sur vous-même. Car je me pose une question. Vous tenez un journal depuis l'âge de 15 ans, m'avez-vous dit tout à l'heure. Vous avez noirci des centaines et des centaines de cahiers qui sont, paraît-il, entassés dans votre maison des Pyrénées. Certains sont devenus des livres, comme L'or et le rien, qui sont des précieuses chroniques des années qui passent. Mais en fait, vous parlez beaucoup des autres et finalement jamais de vous. Et moi, je voudrais ce soir que l'on parle des autres, mais aussi un petit peu, voire beaucoup de vous. Ouais. Et je me demande en fait, Jacques Chancel, dans cette période où l'on voit bien que la littérature est celle de l'intime, voire même de l'impudeur, est-ce que ce n'est pas finalement de votre part une forme d'élégance, voire de protection, de parler des autres plutôt que de soi-même ? Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Non, parce que je ne sais plus à quel moment je dois répondre, si je dois commencer ou si j'attends. Non, vous n'attendez plus, vous y allez. D'accord. Alors je réponds à la première question. Oui. Parler de moi, je crois que lorsque on parle des autres, on parle forcément de soi. Donc j'ai dû parler de moi dans les livres, et puis peut-être faut-il me deviner entre les lignes. Voilà. D'autre part, c'est vrai que j'ai une sorte de pudeur à ne pas trop m'afficher, ce qui n'est pas d'ailleurs le fait de l'époque, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la civilisation du déballage. Donc c'est pas tellement mon affaire. Mais il est vrai qu'on me demande souvent de raconter un peu mes souvenirs, parce que j'ai bourlingué à travers le monde, et c'est l'une de mes chances, parce que je crois beaucoup à l'errance. C'est un mot que j'emploie souvent parce que c'est l'un des plus beaux mots. Errer, c'est formidable. Lire, c'est errer. Écrire, c'est errer. Ça veut dire voyager. C'est-à-dire pratiquer les ailleurs. Et on me demande parfois donc d'écrire ses souvenirs. Peut-être que j'écrirai même une histoire de l'Indochine un jour, même si elle a été écrite d'une manière tout à fait remarquable par Lucien Baudard. Mais je disais, et ça n'était pas du tout comme une provocation, que si je devais écrire, j'écrirais mes 20 premières années. Et je terminerai en disant, voilà, ça se terminait avec ça, j'étais déjà vieux, j'avais 21 ans. Car c'est dans ces 20 années de ma vie, c'est-à-dire la découverte de mon pays, c'est-à-dire mes Pyrénées, avec mon père, qui m'a tout montré, et les plantes, et les fleurs, et les montagnes, et les gens, qui m'a appris ce qu'était la véritable discrétion, qui m'a dit un jour, il ne faut jamais emmerder les autres avec tes propres emmerdements. J'ai donc trouvé que c'était l'élégance suprême. Et ces 20 premières années ont été à la fois cette découverte de mon pays et cette découverte des grands ailleurs, parce qu'avant 20 ans, l'âge de 20 ans, j'avais déjà été à l'université de Saïgon, j'ai été ensuite parti pour Shanghai, pour Pékin, j'avais eu quelques problèmes malheureux. Et je crois que j'avais vécu l'expérience d'une vraie vie. Et avec encore un peu de provocation, je disais après, tout ce que j'ai fait après, c'est, je sais pas, c'est du surplus. Mais ce sont les 20 premières années qui me paraissaient les plus importantes. Alors je ne sais pas si je l'écrirais, parce que si je l'écrivais, alors là je réponds à votre question, je serais en train de me déshabiller complètement, parce qu'on ne peut pas raconter ces premières années sans pour cela étaler, non pas s'étaler, mais étaler quand même quelques moments de sa vie. Et c'est toujours difficile. Moi, je trouve, même il y a un livre que je vous recommande, qui est celui de Jean-Marie Rouard, qui va d'ailleurs venir, je crois qu'il sera là demain ou après-demain. Jean-Marie Rouard, qui est le directeur du Figaro littéraire, l'académicien, raconte, et se raconte. Jamais je n'oserais me raconter comme il se raconte. Ça, c'est un problème personnel. Et je crois qu'en se racontant, comme il passe par la littérature, c'est tout à fait remarquable. Mais moi, je suis, je crois, incapable de le faire, à moins que lancé dans un périple littéraire, je me lâche totalement, et peut-être que je serai encore plus effroyable que les autres, j'en sais rien. Vous reviendrez, hein, oui, à ce moment-là, je viendrai. Mais c'est vrai que vous finissez Fugacité en disant, en écrivant, moi, je n'ose pas m'écrire. Oui. Et puis, j'ai toujours dit aussi, c'est vrai, j'ai été vieux trop tôt et je suis jeune trop tard. Vous le pensez vraiment, ça ? Oui, je le pense vraiment. C'est vrai parce que j'ai eu quelques problèmes, bon, j'ai été grièvement blessé, et tout cela dans les premières années, et tout cela m'a quand même donné, non pas vraiment une rigueur,
mais une vie d'adulte, parce qu'aujourd'hui encore, je suis prêt de partir demain. On me dit demain, tu pars pour Shanghai, pour n'importe où, je pars. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Vous partez pour Marrakech demain, ouais, déjà. Monsieur, ce n'est pas tellement loin, Marrakech. Je veux dire, c'est une balade. Mais ça serait le bout du monde, je suis capable de partir demain matin. Donc, cette vie d'errance, je l'ai toujours. Donc, j'ai été quand même... Et puis, en plus, j'ai été vraiment un jeune très agité. Mais dans le même temps, j'avais cette capacité à la situation d'adulte qui m'était venue peut-être un peu trop tôt. C'est votre ami Philippe Soupeau qui disait quand on est jeune, qui vous disait quand on est jeune, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Alors c'est un rêve réalisé. Eh bien alors, je vais essayer de lire un petit peu entre les lignes et de revenir justement à l'Indochine qui compte beaucoup pour vous. Vous avez 16 ans au moment où vous partez en Indochine, pas 20, 16. Vous vous vieillissez, je crois, de 3 ans. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour se vieillir de 3 ans. Simplement avec la complicité d'un instituteur, qui était mon instituteur, M. Cotrinet, dans les Hautes-Pyrénées, à Os, près d'Argelès-Gazost, en pleine Bigorre, dans un pays tout à fait merveilleux, qui était en même temps secrétaire général de la mairie. D'ailleurs, il y a un petit gag, c'est que je suis parti, il m'a permis donc de partir, parce que je n'avais qu'un âge tendre qui ne m'aurait pas permis de fréquenter les grandes distances. Et lorsque, vers 30, 35 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être revenir à la réalité, je suis allé le voir en lui disant, il faut rectifier le tir, maintenant vous pourriez peut-être, et il m'a dit, et nous avons triché une fois, nous ne tricherons pas deux fois. Et tu comprendras vers 55 ans que tu as fait une grosse bêtise. Je ne pense pas. Mais enfin, les choses étant comme ça, oui c'est vrai, je suis parti, disons que je suis parti très jeune, que j'ai continué mes études dans le sud-est asiatique, entre d'ailleurs Saigon, Hanoï et Pékin, donc une vie encore très agitée, et que je me réjouis d'avoir eu cette audace, parce qu'on me prenait pour un fou à ce moment-là. Mais vous aviez des aventuriers dans votre famille? Qu'est-ce qui vous a donné Non, l'envie si, de partir? c'est peut-être, si, parce que j'avais un oncle qui était gouverneur, qui était inspecteur général des forêts d'Indochine, donc peut-être qui était là-bas depuis longtemps, avec sa femme, qui était maintenant de ma marraine, même la sœur de ma mère, et qui était, elle, directrice du lycée Chasse-Louloba à Saigon. Peut-être qu'il y avait dans mes gènes, par eux, cette idée de grand départ. Je crois que lorsqu'on a l'idée d'un départ, on part. Ce qui est terrible, c'est de se retenir. Moi, je vois par exemple souvent des jeunes journalistes, on les envoie au bout du monde, et puis au dernier moment, ils disent ma femme n'est pas bien, ma grand-mère pourrait trépasser, ou les gosses ont les oreillons. Je veux dire que si on procède de cette manière, on ne part plus. C'est-à-dire que notre vérité à nous, c'était de partir. C'était d'être sur le terrain 24 heures sur 24, quitte à faire les fous. Mais c'était ça, et c'est encore ça pour beaucoup d'autres. D'ailleurs, je suis frappé, vous l'avez remarqué, tous nos grands reporters aujourd'hui, surtout de la télévision, sont toutes des femmes. Parce que les femmes ont cette liberté, cet enthousiasme qui était autrefois l'apanage des hommes, et qui a été un tout petit peu perdu, ce que je regrette. Bon, ben, c'est comme ça. Mais en tout cas, cette envie de partir, je dirais cette immense gourmandise, je l'ai toujours. Et si on se prive de la gourmandise, on est ensuite tout à fait fini. S'il n'y a plus de gourmandise, il n'y a plus de vie. Également, je suis obligé de dire, au commencement de cette conversation, que je suis un privilégié, parce que j'ai eu la vie que je rêvais. J'ai fait de mon rêve un métier. C'est assez extraordinaire. Mais vous savez qu'un privilège, ça se garde, et un privilège, ça se fait. Ça n'est jamais gratuit, ça n'est jamais facile, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Il y a des moments qui sont des moments d'incertitude. Tout à l'heure, je rappelais que la phrase vraiment de Nietzsche, qui est extraordinaire, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Moi, j'ai été tout le temps, je suis encore traversé par le doute, et c'est le doute qui me fait avancer. Alors que autour de moi, et surtout souvent dans la politique, je ne vois que des gens qui ont des certitudes. Moi, je suis effondré. Je me dis, mais c'est pas possible. Ou alors ils sont trop intelligents, je ne suis pas digne de les rencontrer. Alors, vous avez parlé des femmes journalistes sur les terrains de conflit aujourd'hui. Vous êtes arrivé en Indochine, vous avez travaillé à Radio France-Asie, vous avez été correspondant de guerre pour Paris Match. Oui. Vous avez donc couvert la guerre et vous avez vécu au quotidien avec des Graham Greene, Charles Artegui, et vous parliez tout à l'heure de Lucien Baudard. Puis Jean Hougron. D'ailleurs, je vous recommande, si vous voulez connaître un peu comment était ce pays, de lire la grande série de Jean Hougron qui s'appelle La Nuit indochinoise.
Parce que Lucien Bodard a écrit La guerre d'Indochine. L'Artéguy a écrit... Et vous lui avez soufflé bien des choses, semble-t-il. On s'est soufflé tous des choses. Bon, l'Artéguy a écrit un peu l'aventure, les mercenaires, des choses comme ça. Tandis que Jean Gron a écrit l'histoire intime de l'Indochine. Ce sont les Asiates, c'est Soleil au ventre, c'est Mort en fraude. Ce sont des livres tout à fait remarquables qui donnent vraiment toute la sensibilité d'un pays comme celui-là. Vous savez, j'ai fait, je ne sais pas combien de fois, le tour du monde. J'aime mon pays, forcément, mes Pyrénées, je les trouve les plus belles, mais le plus beau pays du monde, je crois que c'est le Vietnam. Bien plus beau que la Chine, bien plus beau que... Avec le Cambodge, encore au Vietnam, il y a de plus beaux paysages qu'au Cambodge. Le Cambodge, c'est irréel. Moi, j'ai eu cette chance rare de rester près de 6 mois à Angkor, dans les temples. Donc, avec un conservateur qui s'appelait Monsieur Laure, et que d'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, 30 ans après. Donc, c'est un plaisir rare que d'être accompagné de cette manière dans des endroits pareils. Donc, que voulez-vous ? Je ne peux pas ne pas me réjouir d'avoir eu cette vie-là. Mais dans le même temps, je me dis, je veux que ça recommence demain. Alors, regardez comme je suis inconscient. Je me dis, je n'ai absolument rien fait, c'est que demain tout commence. Mais aujourd'hui, c'est déjà bien. Complètement demeuré. Mais enfin, non, mais c'est vrai. Mais je le pense sincèrement parce que j'ai ce bonheur. Alors c'est vrai que je peux commencer une autre aventure demain si, par exemple, la condition physique me quittait, parce que ça peut venir aussi. Il y a cette évasion par le livre. Et moi, je suis très, très heureux qu'il y ait cette grande rencontre ici à Nancy que l'on célèbre un peu partout, qui est très reconnue, très connue et très reconnue. Parce que c'est une chance de rencontrer des auteurs. C'est une chance aussi d'aller voir les éditeurs. Et je voyais tout à l'heure les jeunes éditeurs ou les vieux éditeurs, enfin les éditeurs régionaux. Et je sais leurs difficultés. Et ils font des livres qui sont très beaux, avec vraiment une exigence tout à fait remarquable. Et j'étais heureux de les rencontrer. Donc c'est une autre manière de voyager. Il ne faut pas aller au bout du monde pour à tout prix voyager. Moi, j'ai des amis qui ne sont jamais sortis, mais qui ont un voyage intérieur qui est sûrement bien supérieur au mien. Tout ça ne veut rien dire. Alors, Jacques Chancel, lecteur, Jacques Chancel, écrivain, nous allons en parler dans quelques instants. Je voudrais vous poser encore une question sur l'Indochine, une question aux journalistes. Le traitement des conflits aujourd'hui est certainement très différent de ce qu'il était quand vous étiez là-bas, sur place. Vous êtes resté 7 ans, je crois, là-bas. Aujourd'hui, entre l'Indochine, la Chine voilà. et le Aujourd'hui, Japon. on envoie des journalistes peu de temps, on les fait revenir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? D'abord, c'est tout à fait normal. Le monde a changé. Il a changé dans toutes les disciplines du jeu. Est-ce que vous pensez la couverture aussi impartiale, aussi précise ? Oui, je crois que les journalistes, contrairement à ce que l'on voudrait dire, en tout cas, je parle des journalistes de grands reportages, sont très honnêtes, puis ils ne peuvent plus mentir. Aujourd'hui, la télévision montre des images. Et c'est terrible pour un journaliste de presse écrite. Autrefois, on pouvait se permettre vraiment quelques libertés. Je vous en raconte une. J'étais à Saigon, je m'étais promené, je rentrais déjeuner, je retrouve Lucien Bodard, qui était donc le correspondant de France Soir, et Max Clos, qui était à l'époque le correspondant du Monde. Et je leur raconte ce que je venais de voir. Autour du palais du gouvernement, il y avait dans la rue, à l'extérieur, devant les grilles, il y avait une vingtaine de corps, enfin des cadavres. Et puis j'ai vu que la garde présidentielle faisait des trous et se mettait en batterie. Donc j'ai dit... il se prépare sans doute quelque chose, voilà ce que je viens de voir. Puis on parle d'autre chose, parce qu'on était dans un univers de la guerre, et tout cela, hélas, il y a des moments où la cruauté devient une terrible banalité, parce qu'on y est affronté, et parce qu'on la vit, et parce que pour l'oublier, on est bien obligé d'avoir même des moments de bonheur. Puis j'oublie, moi, pendant 48 heures, puis je reçois un papier, vraiment un affront de Roger Théran, qui était mon rédacteur en chef à Match, Roger Théran que nous avons perdu récemment, qui était un immense bonhomme d'image, et qui m'engueulait. Je ne comprenais pas, il me disait « Tu ne me racontes rien, tu es encore sorti, tu t'es baladé, tu ne me racontes rien ». Je me demandais qu'est-ce que j'avais à lui raconter. C'est que Bodard, à qui j'avais raconté l'histoire, avait fait un papier dans France Soir, 5 colonnes à la une, le sang coule à Saigon. Des milliers de cadavres. Aujourd'hui, on ne pourrait plus, parce que la télévision, elle est là, elle transmet les images, mais vraiment à l'instantané.
Vous savez, nous avons aujourd'hui les petites caméras, on peut les mettre en direct. On est au bout du monde. Regardez ce que fait CNN, ce que font les grandes chaînes aujourd'hui d'information, ce qu'on a fait même au moment de la guerre là-bas au Pakistan. C'est effroyable. Donc, c'est effroyable et remarquable parce qu'on a l'information à la seconde précise. Alors, on peut exploiter l'information. On peut apporter sa propre analyse. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui tricher. On ne peut pas tricher, en tout cas, sur les faits. En revanche, on peut être complètement ignorant de ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit, par exemple, de dire où est Ben Laden, personne ne peut répondre, même avec les moyens d'information étonnants que nous avons, et j'ajouterais, même avec les services secrets sublimes qui encombrent la planète. Je ne comprends pas, par exemple, que ces services secrets n'aient pas encore rencontré ce monsieur. S'il est vivant, bon, mais c'est étonnant. Donc, le journaliste, là, se trouve devant une incapacité. Les autres, qui sont habilités à avoir des relations avec ces gens-là, ne les voient pas. À ce moment-là, le journaliste est tout à fait en droit de ne pas savoir. Mais le journaliste est très pointu. Le grand reporter ne vit que pour son métier. Ça n'a rien à voir, c'est une vie tout à fait différente entre un journaliste, disons, en France, en Europe, puis le même journaliste largué sur un terrain d'opération. En France, il va s'interroger sur sa famille, il va vouloir rentrer le soir, il va même être capricieux. Là-bas, il n'en a pas les moyens. Il est sur l'information et il se laisse. Vous savez, c'est comme l'opium. Il y a un moment où l'opium vous prend. Je parle de l'opium parce que c'est l'ivresse de ce pays. Lorsque vous êtes pris par l'opium, vous ne résistez pas, à moins d'avoir du courage à un certain moment, une grande audace qu'il faut avoir pour le quitter, l'opium. Mais l'ivresse du reportage, on ne la quitte jamais. Vous parliez encore tout à l'heure de votre ami Lucien Baudard. J'ai la sensation que c'est ce genre de personnage, de colosse de l'information qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. J'ai l'impression que vous avez aimé tout au long de votre carrière les personnages démesurés. Je n'aime que les démesurés, je n'aime que les marginaux, je n'aime pas ceux qui, pour faire 4, disent 2 plus 2 égale 4. Moi, pour faire 4, je fais 5 moins 1, j'ai un supplément d'âme. En fait, non, on est dans un siècle de besogneux. J'aime les gens en marge. Attention, j'ai bonheur à rencontrer les autres. Mais dans ma vie, c'est peut-être aussi le fait que j'ai été longtemps dans ces pays, quand même, qui étaient des pays en guerre, des pays tout à fait différents d'une autre, et que j'ai été exposé parfois aux plus belles fréquentations, mais aussi très souvent aux pires fréquentations. D'ailleurs, Baudard l'a souvent raconté, que je voyais à la fois les missionnaires, les puissants, les humbles, les salauds et les vertueux. Et je disais toujours, moi, que je me méfie parce que la vertu est souvent dangereuse. Donc, c'était une manière particulière de vivre un monde. Non, je crois que j'aurais été guidé toute ma vie par un fond que m'a transmis mon père, qui me paraît important. C'est une impénétrable curiosité. La curiosité, et aujourd'hui encore. Je veux dire que, par exemple, ce matin, je suis arrivé de Paris en voiture, mais je me réjouissais de voir les paysages. Il y a des gens qui ne regardent rien. Souvent, je me promène avec un de mes copains, qui est pourtant formidable, et je lui dis, tu as vu à droite cette vieille porte? Oui. Tu as vu un peu plus loin, regarde, ça c'est sûrement un monastère ou une église ou une ferme fortifiée. Il me dit, oui, c'est beau. Et puis il reprend la conversation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent plus regarder. Et tout à l'heure aussi, je disais la petite phrase, lorsqu'on a ouvert cette place du livre, je rappelais la phrase de Lao Tzu, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai rencontré dans les livres, évidemment. C'est un vieux philosophe chinois. La façade d'une maison n'appartient jamais à celui qui la possède, elle appartient toujours à celui qui la regarde. À partir du moment où vous prenez cette phrase dans sa magnificence, vous êtes sûr que vous possédez quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Donc, lorsque je passe devant une très belle église, un très beau monastère, une très belle ferme, un vieux moulin, j'ai l'impression, parce que ça fait partie du patrimoine, c'est la mémoire de mes ancêtres, de mes concitoyens, j'ai l'impression que c'est à moi. Donc vous imaginez à quel point je suis riche. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, au sein de votre passion du Tour de France, que vous suivez depuis des années, de l'importance du patrimoine. Oui, et de la vision du patrimoine. La chance, vous savez que le Tour de France, donc c'est France Télévisions qui le couvre,
Nous avons 6 heures d'émission par jour en direct et nous fournissons à peu près 160 pays dans le monde. D'ailleurs, la troupe de France Télévisions se monte à 350 personnes. Je compte les hélicoptères, les avions, enfin tout ce qui nous accompagne. Mais ce qui me paraît beau, c'est ce que nous offrons au monde. Parce que d'un côté, c'est vrai, il y a la course, et c'est le plus important sans doute, puisque c'est une course et qu'on montre des coureurs dans un côté totalement inhumain. Ça n'est pas surhumain, le cyclisme, c'est inhumain. Mais moi, ce qui me passionne, c'est que dans le même temps, on montre ce qu'il y a de plus beau aux endroits où nous passons. Et lorsque je suis partout à l'étranger, qu'on me parle du Tour, on me dit qu'est-ce qu'elle est belle la France. Alors je dis, où l'avez-vous vue? Et on me répond, mais sur les images du Tour de France. Et ça n'a pas de prix. Cela veut dire que d'une épreuve sportive, on peut faire une école de mémoire. C'est-à-dire qu'on peut à chaque fois vraiment exploiter un sillon. Et ce qui me paraît le plus important, je veux dire qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui. D'abord, on veut confondre culture et intelligence, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des gens qui sont très intelligents en haut de mes Pyrénées, qui n'ont pas la chance d'être cultivés, mais vous verriez l'aigu de leur intelligence. Mais il y a aussi la difficulté. Il y avait chez moi une maison de la culture, il y a toujours chez moi. Je demandais à un de mes copains, qui est paysan, mais d'une intelligence rare, je lui demandais, mais tu vas à la maison de la culture? Il me répond, non, ça n'est pas pour moi. Je lui dis, comment ça n'est pas pour moi? Je ne suis pas cultivé. Ce mot de culture est parfois, c'est beau comme mot, c'est l'un des plus beaux mots, mais c'est presque un mur. C'est un mur qui empêche beaucoup de gens de se précipiter vers ce qu'il y a de plus beau. Or, la musique, il n'est pas nécessaire de savoir c'est Köchel 22 ou c'est le Nocturne numéro 12. Dans la musique, ce qui est important, c'est d'aimer. Et souvent, les musicologues, lorsqu'on ne dit pas vraiment le numéro exact de la partition, sont en révolte. Moi, on en parlait souvent avec Karajan ou avec Luciano Pavarotti ou avec beaucoup d'autres, surtout Isaac Stern et Menuhin, qui étaient très précieux là-dessus. Ils disaient, le principal dans les musiques, c'est de l'aimer, c'est d'avoir une émotion. La musique, c'est ça, c'est l'émotion que l'on peut ressentir. Lorsqu'on aime la musique, on n'est pas musicologue, on est simplement amoureux. Moi, je ne suis pas un musicien, mais je suis un mélomane. Non, très mauvais musicien. Je pianote, je joue un peu de contrebasse, tout ça très minable. Mais je suis un formidable mélomane dans le sens où je suis un formidable amoureux. Je revendique cette qualité d'amoureux. Et lorsqu'on n'est pas amoureux, si on va au concert simplement parce que ça fait bien, parce que le tout Paris, le tout Nancy ou tout je sais pas quoi, ça n'a aucun intérêt. On va au concert parce qu'on a envie. D'autre part, on ne dit pas c'est bon ou c'est mauvais. C'est stupide. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un juge. En revanche, je peux dire j'aime ou je n'aime pas. C'est subjectif, c'est moi qui le pense et je peux avoir tort. Or, il y a aujourd'hui une sémantique qui s'égare un tout petit peu, et ce qui est gênant, mais on vit très bien avec. Alors, vous parlez de musique. On va peut-être aller, dans ce cas-là, sur le grand échiquier avant de parler d'un autre patrimoine maintenant de la France, qui est Radioscopie, parce que vos 6800 radioscopies sont à l'INA, je pense. Oui, l'Institut national audiovisuel. Aujourd'hui, on a à la télévision des émissions souvent cyniques, plutôt vulgaires, rarement de consensus, d'hommage à la culture. Ce grand échiquier, comment est-ce que vous l'avez imaginé? Est-ce qu'il est inimaginable aujourd'hui de retrouver une émission dans ce style-là? Vous savez, lorsqu'on a fait toute une série d'émissions et qu'on s'est arrêté, c'est en tout cas mon point de vue, il ne faut pas reprendre. J'ai fait 20 ans de radioscopie, 6800. J'ai fait presque 20 ans de grand échiquier. Pourquoi j'ai arrêté radioscopie, le grand échiquier, figure, écran total le même jour? C'est parce que je prenais la présidence de France 3 et que j'estime qu'on ne peut pas être jugé parti. Bon, après, c'est vrai, j'ai repris une émission qui s'appelait Ligne de mire à la télévision, puis ensuite j'ai fait les 4 saisons pour honorer une envie que j'avais, qui était de faire connaître les grands orchestres nationaux français, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Mais je ne pense pas qu'on puisse recomposer une ancienne idée. En revanche, on peut relancer avec un peu d'audace une émission comme celle-là, et peut-être qu'un jour je le ferai, mais en mettant à l'antenne quelqu'un d'autre. Qui?
sais pas, je suis en train de réfléchir sur différents noms. Il y a un garçon que j'aime beaucoup et qui est formidable à la radio, c'est Frédéric Lodéon, parce que c'est vraiment un amoureux de la musique et c'est un homme qui connaît son métier comme personne, mais peut-être qu'on peut avoir, il faut chercher. Je cherche parmi les jeunes, pour le moment je ne l'ai pas encore trouvé, mais on trouvera. Mais pourquoi j'avais fait ces émissions? Bon, Radioscopie c'était simple, je voulais avoir en contact tous les jours avec quelqu'un. Le Grand Échiquier, je voulais montrer, surtout à ceux qui n'y avaient pas accès, ce qu'étaient les bonheurs de la musique. Bon, donc c'était très simple. Et lorsque j'avais imaginé l'échiquier, ça avait un sens, c'est-à-dire c'était des pions, et je faisais avancer ces pions sur un échiquier, sur des carrés blancs et des carrés noirs. C'était pour moi une manière d'aller vers ce que j'appelle le plus beau. Et d'autre part, non pas de mélanger les genres, mais de montrer que la musique classique, qui paraissait être installée dans un ghetto, pouvait avoir de bonnes fréquentations avec les variétés que l'on trouvait souvent médiocres. Or, il n'est pas vrai. Moi, c'est vrai que j'ai eu comme fréquentation dans les variétés des gens quand même d'assez bonne qualité, comme Barbara, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, puis j'en passe, c'est des plus grands. Et la plupart du temps, mes amis du classique aimaient bien cette fréquentation des variétés. Par exemple, lorsque j'avais reçu l'Orchestre national avec Laurine Mazel à sa tête, bon, Laurine Mazel est l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde, mais c'est également un violoniste. D'abord, il avait accompagné Serge Lama dans Les Petites Femmes de Pigalle avec l'Orchestre national, ça se fait pas couramment, et même à un certain moment, il s'était mis au violon pour accompagner Serge Lama dans une autre chanson. Et il aimait. En revanche, tous étaient à peu près comme ça. Karajan, un peu moins, mais Karajan avait le goût de la découverte. C'est grâce à lui que j'ai pu connaître Anne-Sophie Mutter, parce qu'Anne-Sophie Mutter est venue sur le plateau, je suis l'une des plus grandes violonistes du monde, peut-être la plus grande. Elle est venue sur le plateau, elle avait 14 ans. Moi, ce que j'aimais, c'était découvrir. Yo-Yo Ma, qui est aujourd'hui le grand violoncelliste mondial, Yo-Yo Ma, lorsqu'il est venu, il avait 12 ans. On lui avait fait et même la première fois où je l'avais reçu, il avait 6 ans, et Étienne Vatelot lui avait fait un petit violoncelle avec un violon et une pique au bout. C'était assez extraordinaire. Donc il y avait des rencontres comme celle-là. Moi, ce que j'aimais dans le Grand Échiquier, c'était d'abord faire se rencontrer les gens et d'autre part donner aux jeunes une occasion de se manifester. Car il est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans le régime de la discipline de la musique classique, il n'y a plus tellement, sauf aux petites heures de la nuit, il n'y a plus tellement de tréteaux pour que les gens vraiment soient reconnus. Et puis il y a ce dérapage dont je parlais tout à l'heure, où c'est vrai qu'aujourd'hui, mais ça ne dure pas longtemps, que ce soit sur les pages des magazines, en couverture des magazines, dans presque toutes les émissions, on voit presque toujours les mêmes. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des rappeurs sans talent. Quelques-uns ont du talent. MC Solar, pour moi, n'est pas un rappeur, c'est un homme, un poète remarquable. À côté, la plupart du temps, ce sont des rappeurs sans intérêt, ou alors ce sont les descendants tout à fait récents de Star Academy, de Love Story et de je ne sais plus quoi. Je ne méprise pas ces émissions, car mépriser ces émissions, cela voudrait dire que je méprise le public qui les suit. Or, il y a un public, et moi je le dis carrément, je le dis vraiment sans vergogne. Dans la plupart des cas, c'est le public qui est coupable. En tout cas, disons que le public n'est pas innocent, et je vais vous dire pourquoi. Bon, j'ai eu la chance, Le Grand Échiquier, d'être reçu comme une émission, disons, de qualité, une émission en plus qui faisait une très forte audience. Mais on a tenté des opérations. Par exemple, j'avais demandé à Bernard Pivot de recevoir Solzhenitsyn et je lui avais donné 20h30, ce qui était vraiment le prime time. Bon, 20h30, un échec lamentable. Personne n'était là pour Solzhenitsyn, qui était pourtant bien entouré, qui à ce moment-là revenait des États-Unis et allait retrouver la Russie. C'était quand même important, c'était la rencontre de deux mondes. En revanche, sur une autre chaîne, où il y avait un divertissement non pas de mauvaise qualité, de basse qualité. Cette émission a fait l'essentiel de l'audience. Donc on s'interroge à certains moments. Si vraiment on ne vient pas au beau rendez-vous, que pouvons-nous faire? Et il m'arrive souvent de dire que dans leur grande majorité, les Français réclament à grands cris des émissions qu'ils savent ne pas vouloir regarder. Et c'est ça toute la tristesse. Ça fait pas plaisir, je le sais. C'est vrai qu'une télévision de qualité peut être considérée comme un patrimoine.
Dans votre dernier numéro des Écrits de l'image, il y a un dossier passionnant sur violence et télévision, avec une question qui est posée, je crois, à Dominique Baudis, et qui m'a interpellée. La télévision, si elle le voulait, pourrait-elle adoucir les mœurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle le pourrait, mais comme elle répond aux mœurs du public, elle aura beaucoup de mal. Et je dis par là qu'il faut avoir de l'audace. Vous savez qu'au début, moi, le Grand Échiquier, dans les 2-3 premiers numéros, à cause de cette association que je faisais entre la grande musique et la musique de variété, j'ai eu du mal à le défendre, même par rapport à quelques-uns de mes amis, qui me disaient « Mais nous sommes dans le domaine de la musique classique, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. » Un homme comme Arthur Rubinstein, immense pianiste, en plus, pour moi, il était comme un père, m'avait dit, dès le départ, nous allons faire l'émission ensemble. Mais il n'est pas question que j'ai près de moi un de ces besogneux qui font de la variété. Il ne voulait pas en entendre parler, et je respectais les choix. Moi, je respecte tous les choix. Mais j'ai forcé vraiment le talent en allant chercher les gens et en me disant je réussirai. Et nous avons réussi à installer une émission. Bon, c'est vrai qu'en France, elle passait, mais elle passait partout dans le monde, ce qui me paraissait très important. Puis j'ai fait énormément d'émissions, en direct des États-Unis, de la Yougoslavie, de la Russie, 3 émissions en Russie. La première d'ailleurs, le rideau de fer n'était pas, je veux dire, le mur de Berlin n'était pas encore tombé, et j'avais fait l'Allemagne de l'Est. Bon, mais j'avais besoin de tout ça. Donc il faut forcer les événements. Et pour répondre à cette question, peut-être, et nous sommes alors à ce moment-là tous coupables à la télévision, peut-être manquons-nous un peu d'audace. Et c'est ça qui est tout à fait navrant. Alors, d'ailleurs, l'autre jour, Marc Tessier, qui est le président de France Télévisions, me disait « Qu'est-ce que tu ferais ?» Moi, je lui dis « Je ferais ça, ça et ça. » Et alors, le résultat, eh bien, je serai à la porte dans les 15 jours qui suivent. Et qu'est-ce que vous feriez? Le ça, ça et ça? Ça et ça, je mettrais des émissions vraiment, bon, c'est le Grand Échiquier, mais renouvelées, différentes, parce que c'est vrai, les temps ont changé, on peut aller différemment. Peut-être même pas. Je ferais ça. Je mettrais des grandes émissions de variété, mais en tout cas, je ne mettrais pas à l'antenne tous ces éphémères qui n'ont rien à dire. Ça, là, je serais intraitable. En revanche, je ferais me dire des inconnus qui peuvent devenir tout à fait reconnus parce qu'ils ont du talent. C'est-à-dire, j'essaierais d'appeler le talent. Et je suis persuadé, d'abord, je pars de ce principe que la qualité est populaire. Elle est très populaire. Et elle est souvent, d'ailleurs les émissions de minuit, c'est une enquête que nous avons faite, les émissions de minuit ou d'une heure, parce que sont plus reçues par les gens simples que par les gens dits cultivés. C'est une enquête qui a été faite, parce qu'ils sont curieux, ils sont attentifs. Donc je ferai une émission comme ça, je veux dire un programme comme celui-là, mais je ne suis pas persuadé, même si on me couvrait de fleurs en disant enfin de la grande télévision, il y aura quelqu'un qui dira oui mais ça ne paye pas. Parce que nous avons cette ambiguïté superbe sur France Télévisions d'être payés à la fois par la redevance et par la publicité. Et les publicitaires, et c'est tout à fait normal, c'est leur métier, ne sont pas des mécènes. Donc, grande difficulté. Et je dirais qu'on tourne en rond. Et la redevance ne va pas augmenter. Oui. Donc, la télévision actuelle, en plus, j'ai l'impression que c'est un peu de l'anti-Chancel au niveau de ces journalistes. Les journalistes, aujourd'hui, jouent souvent les stars à égalité avec leurs invités, si c'est pas pire, s'ils n'écrasent pas leurs invités. Je pense que quand vous avez imaginé Radioscopie, c'était pas du tout votre... moi, je n'ai qu'une seule qualité, moi, c'est l'écoute. Quand on reçoit un Sartre, un Morand ou un Monterland, l'écoute, c'est presque une science. Je sais le poids de mes ignorances. Vous imaginez, lorsque je suis avec un immense personnage, que ce soit Borges, Georges-Louis Borges, je suis avec Albert Cohen, je suis avec Marguerite Yourcenar, vous ne savez pas les Jean-Paul Sartre, mais il y en a beaucoup d'autres, même au départ, des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont venus, comme Roger Caillois, Michel Foucault, enfin, des gens assez... ou Henri de Monterland, assez fabuleux. Bon, c'est vrai que je lis leur œuvre, parce que je suis un lecteur, vraiment un bouffeur de livres. Mais dans le même temps, je me dis, d'abord, ils ont l'expérience, ils ont beaucoup plus d'années que moi. Je ne vais quand même pas leur faire la leçon. Je ne vais quand même pas, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, lorsque certains reçoivent des écrivains ou des scientifiques, leur apprendre ce qu'est la vie. Moi, je suis frappé, par exemple, par des gens qui reçoivent des scientifiques, des prix Nobel, et qui sont en train de leur expliquer ce qu'est la vie. Et le gars qui est en face,
sur 10 minutes, il a 1 minute pour répondre. Oui, je crois que ce que vous avez dit pas mal. Mais moi, j'ai plus rien à dire, j'ai plus le temps. Non, mais c'est non. C'est vrai que j'ai participé de ce bonheur qui est l'écoute de l'autre. Et ça tient à cette sémantique, c'est-à-dire à cette curiosité. Il y a les mots ont de l'importance. Les mots sont des véhicules exceptionnels. Et si on oublie les mots, on oublie la chose. Vous vous souvenez de votre premier invité de Radioscopie? Ah oui, tout à fait, oui, parce que j'avais pris un copain. Qui était-ce? J'avais pris Roger Vadim. Et alors, ce qui est amusant, c'est que 10 ans après, et il était en pleine gloire à ce moment-là de cinéaste, et 10 ans après, pour le 10e anniversaire de Radioscopie, je me suis dit, on ne va pas faire la fête, mais on va faire quelque chose. J'ai réinvité Roger Vadim et j'ai fait sortir toutes les questions que j'avais posées. Lui, il avait un peu oublié, 10 ans après. Les réponses étaient les mêmes. Il n'y avait pas une tricherie dans le vocabulaire. C'était assez extraordinaire. Et puis le lendemain, j'avais eu Romain Gary. D'ailleurs, toute la première semaine, j'avais reçu des gens avec lesquels j'étais bien. Parce que c'était un sacré pari, tout le monde me disait, sauf Roland Dordain, qui était à l'origine aussi de l'idée avec moi, tout le monde me disait, bon, tu vas faire 15 jours et puis tu n'auras plus personne. Ce qui était vraiment détestable. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas en France plus de 15 personnes capables de parler pendant 1 heure. Ce qui est scandaleux. Parce que c'est vrai que sur les 6800 personnes, il y a à peu près tout le Gotha, de la littérature, de la peinture, de la politique, tout ça. Mais il y a aussi des hommes qui étaient des inconnus, des bergers du haut des Alpes, des gens que j'avais rencontrés en Afrique du Sud ou dans l'Amérique latine la plus complète et qui étaient peut-être plus remarquables que ceux qui avaient eu une grande vie reconnue. Et cela vient de ce que l'on peut écouter. D'ailleurs, il y a une chose qui me frappe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communication. Et la communication, lorsqu'on la pratique à haut régime, conduit directement à l'incommunicabilité. Ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, faites l'expérience. Vous êtes, allez, disons, 2. 2 encore, ça peut coller si vous êtes amis. Vous pouvez vous dire des choses, mais 2 ou 3. Il y en a une qui parle. Je peux vous jurer, et vous vous répondez à vous-même, que les autres, l'autre ou les 2 autres, ne l'écoutent pas. Elles ne pensent qu'à ce qu'elles vont lui dire. Faites cette expérience, mais en toute sincérité, en toute honnêteté. Ou alors, il faut avoir une grande complicité. Mais si ce sont des personnes qui se rencontrent une première fois, eh bien, ça se passe de cette manière. Je le vois bien, souvent dans des réunions, les gens l'écoutent. Moi, je suis frappé par votre qualité d'écoute, je vous le dis tout de suite. De la même manière que j'avais été frappé à Menton, où j'étais récemment pour un hommage à Jean-Pierre Rampal, pour la qualité d'écoute qu'il y avait, mais j'ai fait l'hommage par rapport à la qualité d'écoute à la musique. Mais c'était d'une beauté, on n'entendait que la musique. Et ça, c'est formidable. Et ça m'a toujours surpris, cette manière de communiquer qui ne va que dans un sens. D'ailleurs, les gens aujourd'hui, lorsqu'ils font de la communication, ça se fait de plus en plus en politique, ça n'est plus de la communication. C'est véritablement dire, voilà quel est notre message, nous ne croyons qu'à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute, selon la formule que j'employais tout à l'heure. Donc c'est plus la communication, c'est communication dans un sens. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps où peut-être tout nous est trop apporté. Lorsque je passe, par exemple, avec le Tour de France dans les villages, il n'y a plus devant les portes, dans les petits villages, le banc où les gens, le soir, sortaient, les très vieux. Ils ne sortent plus. Ils ont la télé. Il n'y a plus de bistrot en France. La dernière fois, là, on voulait prendre un café. C'est rien, un café. On a fait 40 km à toute vitesse pour trouver un café. Et on passait des villages. Les églises, le curé vient 1 fois, 2 fois par an, et encore s'il vient. Et les écoles, je ne sais plus s'il y a... Si, dans les grandes... Bien sûr, il ne faut pas parler des villes, mais je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui la France profonde, qui est la seule vraie, quoi. C'est de là que... C'est là qu'on tisse, c'est là qu'on cultive, c'est là qu'on sème, c'est là qu'on récolte. Puis parfois aussi, ça va jusqu'à Paris, et c'est là qu'on peut devenir malheureux, parce qu'on y croit. Mais tout a changé, donc il faut vivre avec ce changement, il faut vivre avec cette communication. Donc on ne peut plus raisonner comme on raisonnait il y a 30 ans, lorsque je faisais mes commencements. Alors c'est vrai que le poète a dit « Seuls les commencements sont beaux ». Mais moi, ce qui est beau, c'est demain.
écouter la musique de vos mots, c'est un vrai plaisir. Je comprends les... vous pouvez applaudir, bien sûr. Vous avez parlé de Vadim, ça m'amène à Bardot. Ouais. Et à cette superbe question que vous lui avez posée un jour. Oui, parce que... Bon, dites-nous un peu quelques bons mots de vos émissions. Bon, Bardot, elle est devenue ce qu'elle est devenue, donc je la retrouve un peu moins qu'autrefois. Bon, bah, c'est sûr. Elle défend les animaux, moi je défends les hommes. Bon, mais c'est son problème, et je comprends ça très bien. Hein. Mais elle était formidable. Alors je lui posais la question, quel a été votre plus beau jour? Elle me répond, une nuit. Bon. Et moi, j'adore ces mots-là. Une autre fois, j'étais avec Edgar Faure, qui était un type extraordinaire, d'une brillance tout à fait exceptionnelle. Et je lui demande à la Chambre des députés, quels sont les 3 plus grands ténors, ceux qui parlent bien, qui prennent les foules? Et il me dit, laissez-moi 3 secondes, je cherche les 2 autres. Non, ce qui est beau, c'est ça dans les rencontres. Et une autre fois, je recevais Mère Marie-Yvonne. Alors, c'était assez extraordinaire. Et elle avait été à la Comédie Française jusqu'à l'âge de 22 ans. Et à 22 ans, elle était rentrée au cloître. C'est-à-dire, elle était cloîtrée dans un Carmel pendant à peu près 40 ans. Puis un jour, pour des raisons de santé, elle est sortie, mais toujours dans ses grands voiles. Hein. C'est-à-dire, elle n'est pas sortie en tenue de ville ou en midi-jupe, hein, grand voile. Et puis nous sommes rencontrés, nous avons fait une émission ensemble, une radioscopie, et j'ai trouvé cette femme tout à fait remarquable parce qu'elle avait parcouru le monde jusqu'à l'âge de 22 ans avec la Comédie Française, jouant vraiment tous les rôles. C'est une grande comédienne. Et je lui dis, on va faire quelque chose à la télévision, qui souhaiteriez-vous rencontrer? Elle me dit, j'aimerais bien revoir mon vieux compagnon Pierre Bertin, qui était un sociétaire de la Comédie Française, un grand comédien qui n'a pas été célébrissime, qui était un vrai comédien de la Comédie Française. Donc j'organise la réunion, et elle était près de moi, j'ai fait entrer Bertin, ils se sont embrassés comme vraiment si c'était vu la veille, c'était formidable, de bonheur. Puis paf, on enregistrait ce jour-là. Tout casse, la lumière s'éteint, panne, obligé de tout recommencer. Je me dis, je ne peux pas demander à Bertin de rentrer, et puis à Marie-Yvonne lui dire « Embrassez-le comme tout à l'heure, c'était bien. » Je n'ai pas eu à le faire. Pas du tout. Nous sommes assis, parce que j'avais décidé que... Et juste avant de s'asseoir, elle dit « Nous n'allons pas faire comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était le bonheur de se retrouver. Maintenant, Pierre, si vous en êtes d'accord, lorsque vous arrivez, baisez-moi simplement la main. » Elle était redevenue comédienne. 40 ans de Carmel n'avaient rien arrangé. Alors, est-ce que c'est vraiment à votre micro qu'André Malraux a dit sa fameuse phrase sur le XXIe siècle, qui sera spirituel ou ne sera pas? Oui, bien sûr, et j'ai donné cette phrase 10 fois, j'ai donné l'enregistrement. C'était dans quel contexte? Vous vous en souvenez? Je ne me souviens plus, on parlait de tout, vous savez. Et il y a cette fameuse phrase « et Dieu dans tout ça » que je n'ai jamais prononcée. Et alors, ça revient sans arrêt. Et là, il me parlait du siècle à venir, et il me disait donc la fameuse phrase qui a été tellement controversée parce qu'il fallait remplacer spirituel par religieux. Oui. C'était encore une question de sémantique, là, parce que les gens simples, entre religieux et spirituel, ne faisaient pas une grande différence. Mais par rapport à Dieu, c'était étonnant, parce que ceux qui me parlaient de Dieu dans les émissions étaient surtout des gens agnostiques, athées. Énormément. Et un jour, j'avais Cabu, le fameux dessinateur, et tout d'un coup, il se met en colère. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas demandé à venir sur cette terre. Je n'ai fait vraiment aucune demande. Je suis né, un père et une mère m'ont voulu, je suis là. Je suis heureux, je suis dans l'ivresse de la vie. Et puis, qu'est-ce que j'apprends? Que je dois mourir. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas venu ici pour mourir, je suis venu ici, sur cette terre, pour vivre. Puis, à un certain moment, il dit, mais Dieu ne pourrait pas arranger tout ça. Il marque 3 secondes comme ça, et puis il me dit, mais vous ne m'avez pas posé la question. Je ne posais pas la question, mais les gens, aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, vous allez recevoir, je crois, Nathalie Reims, ici à Nancy,
là-bas sur la place. Nathalie Reims vient d'écrire un très beau livre sur l'ange, et c'est la fille de Maurice Reims, l'académicien, le grand commissaire-priseur, et c'est la sœur de Bettina Reims, la grande photographe. Et son livre est tout à fait remarquable. C'est une fille qui est en marche sur un plan spirituel. Et elle ne parle que de Dieu. Et à un certain moment, hier, parce que l'émission passe dimanche, elle me dit « Mais Jacques, jamais vous n'avez posé cette question, mais c'est moi qui vous l'ai posée au début, parce que tout de suite, elle m'a dit « Et Dieu dans tout ça ?» Mais pour elle-même, pas pour moi. Parce qu'elle aurait pu faire de la dérision, mais même pas. Alors, regardez, sur le plan, on revient au plan de la communication, combien les phrases sont inscrites dans la vie une fois pour toutes. Et en plaisantant, je dis parfois, je resterai peut-être dans l'histoire de la radio pour une phrase que je n'ai pas prononcée. Et c'est ça la communication d'aujourd'hui. Ce ne sera pas que pour ça. Hein. Quand on prépare, enfin quand on a une émission quotidienne d'1 heure par jour, une conversation d'1 heure, j'imagine quand même que ça doit demander une grosse préparation. Alors comment est-ce que vous travaillez, même pour Figure de proue, avec toute une équipe pour la documentation? Pas du tout. J'ai une collaboratrice qui est avec moi depuis très longtemps, qui est une femme tout à fait remarquable. Ma méthode est la plus simple possible. S'il s'agit d'un écrivain, je lis ses livres. Oui, mais si vous en avez un tous les jours, ça fait beaucoup de livres quand même si vous lisez énormément. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une politique. C'est une politique, une discipline particulière. Nous sommes dans un moment où tout devient terrible. Par exemple, vous avez la rentrée littéraire. Il y a 700 romans. Bon, nous recevons la totalité à peu près. Comment voulez-vous vraiment qu'on puisse lire 700 romans? C'est au-delà de toute possibilité. Moi, je lis un livre par jour. Et j'en caresse 20. Caresser, ça veut dire quoi? J'ai le bonheur vraiment de la rencontre avec un livre. Mon bonheur, c'est moi qui ouvre les paquets. J'interdis qu'on ouvre les paquets parce que j'ai le goût de la surprise lorsque j'ouvre le paquet. Et je mets parfois 1 heure parce qu'on reçoit entre 20 et 30 livres par jour. Vous faites des piles. Vous êtes forcément injuste. Mais il y a quand même des relations, on s'appelle avec Pivot, avec toi. On dit tu as lu ceci, tu as lu cela, on est quelques copains à échanger quand même des impressions. Et puis après, il y a le livre, on sait qu'on ne va pas le garder pour le soir ou pour la nuit, mais on va regarder les 2 premières pages, 3 premières pages, peut-être même les 3 ou 4 dernières pages. Et puis caresser, ça veut dire, tiens, c'est important, c'est le côté physique. Donc là, on pourrait paraître injuste, mais bizarrement, on ne se trompe pas. Il y a une certaine, je ne sais pas si c'est de la voyance, je ne sais pas comment on pourra appeler cela, mais on va quand même vers le livre qui va nous intéresser. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est d'aller vers le livre mode. Moi, les livres mode ne m'intéressent pas. Il y a des livres aujourd'hui qui sont véritablement la cavalerie intérieure de beaucoup de jeunes femmes et de beaucoup de jeunes hommes. C'est pas du tout mon problème. L'autre jour, je disais à une de ces dames, plutôt de me raconter ça, je vous en prie, faites-le moi. Parce que j'en avais marre. Voilà. Bon. Mais autrement, on va assez facilement vers un livre. Et puis, lorsqu'on est dans un livre, on sait. Puis il y a aussi parfois des gentilles malhonnêtetés. C'est-à-dire si c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Par exemple, Philippe Solers, qui est un vieil ami, même si le livre doit m'agacer, je sais que je vais le lire quand même, ne serait-ce que pour lui dire, mais vraiment, où es-tu? Mais c'est un grand écrivain. J'aime les grands écrivains. Et il en est de remarquables. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a des écrivains de la trempe d'un Morand, d'un Sartre, d'un Monterland? D'abord, on le saura plus tard. Vous savez, lorsque je recevais Roger Caillois, Michel Foucault, Derrida, tout ça, au début, Gustave Thibon, qui est pour moi le plus grand philosophe de ce siècle, il est mort mais récemment, personne n'en parle encore, mais il sera le grand philosophe au XXIe siècle qui va être découvert. Mais les autres, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on dit Caillois qui a inventé tous les grands écrivains d'Amérique latine. C'est grâce à lui qu'on connaît aujourd'hui Amado, Sabato, tous ces gens-là. Parce qu'il avait le Sud, le travail qu'a fait cet homme-là, le travail de Michel Foucault, mais Michel Foucault, on ne le connaissait pas à l'époque. Moi, je les recevais et je m'amusais. Et je me souviens de copains qui me disaient « C'est qui cet après-midi? Ah bon? Pourquoi tu le reçois ?» Et aujourd'hui, ce sont des maîtres, mais des maîtres dans certaines catégories. Oui, il y a des écrivains, on ne pourrait pas dire d'un écrivain. D'ailleurs, je me méfierais d'un écrivain qui est reconnu comme ça dans son temps. On peut se demander s'il sera reçu plus tard. Il ne faut pas oublier que Proust a donné la recherche à compte d'auteur. Et regardez ce qu'il est aujourd'hui.
qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça c'est autre chose. Mais il y a un bonheur de la littérature qui est tout à fait personnel. On ne peut pas dire, d'abord je peux recommander comme ça des livres que j'ai aimés, mais je ne me permettrai jamais de dire, je t'en prie, lis ce livre, il y a obligation de le lire. Non, ça on n'a pas le droit. Un livre, c'est vraiment un voyage, il faut s'y aventurer. Et si dans les premières pages, le voyageur est pris par les vagues, alors là, il peut aller jusqu'au bout vraiment de la navigation. Et ça, c'est assez extraordinaire. Un livre, il faut s'y engager, il faut s'y vautrer, il faut s'y noyer. Et donc, j'ai plein de bonheur. Hier, j'ai une amie qui venait chercher un document que je dois apporter à son père à Marrakech. Vous voyez mon bureau, vous verriez mon bureau, alors, je veux dire, il est dingue ce mec. Le bureau, il doit y avoir, je sais pas, 2000 livres par terre, sur ça fait des tables énormes qui montent plus haut que ça. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est tous ces livres par terre? Les bibliothèques sont pleines, elles sont pleines partout, également dans mes Pyrénées. Mais là, ce sont les livres, c'est le livre du cru, ce sont les livres du dernier mois. Et petit à petit, on fait dégager tout ça. J'ai fait beaucoup de bibliothèques. J'ai fait déjà jusqu'à présent 7 bibliothèques, dont une au Maroc d'ailleurs. J'ai offert des livres. Malheureusement, lorsqu'on offre des livres, un jour, j'ai voulu vérifier une bibliothèque, je ne dirai pas laquelle. Dans le premier temps, les fiches n'étaient pas faites, donc les livres étaient disposés n'importe comment. Les gens venaient et les prenaient. Et puis, je suis revenu 2 ans après, il n'y avait plus de bibliothèque parce que la dame du moment les avait embarqués et en avait fait sa propre bibliothèque chez elle. Donc je me suis dit, ces livres ont tout de même trouvé un refuge, ce qui est le principal pour un livre. Alors, vous avez fait une transition, sans le vouloir d'ailleurs, en parlant de Proust tout à l'heure. Oui. Avec la mémoire de l'encre, donc j'aimerais que l'on parle un petit peu, parce que vous avez regroupé là, ça a dû être d'ailleurs un travail énorme. Non, je ne recommencerai plus jamais ça. Les 365 plus belles pages de la littérature française par 365 de vos invités. C'est-à-dire 365 invités qui ont donné chacun la page qu'ils aimaient. Voilà. Alors j'ai ouvert évidemment la page d'aujourd'hui, et c'est Proust aujourd'hui. Ah bon? C'est pour ça que... vous m'avez bien aidé. Qui a choisi? C'est James Conlon, c'est un chef d'orchestre. Ah, James Conlon, grand chef d'orchestre, patron de l'opéra. Patron de l'opéra. Et alors, ce qui m'a surprise, ouais, c'est que le champion toute catégorie, Flaubert. Ouais. Vous imaginiez qu'au début du XXIe siècle, l'éducation sentimentale... Non, j'étais à peu près sûr que Flaubert viendrait en Battray, Chateaubriand, Hugo, Balzac. Oui, Hugo, si par exemple j'avais sorti ce livre aujourd'hui, parce qu'il a 3 mois déjà. Hugo, avec la célébration, peut-être que Hugo serait arrivé en tête, mais j'en suis pas sûr. Non, Flaubert est entré dans l'intime des vies des gens. Madame Bovary, vous savez, c'est quelque chose d'énorme. Donc c'est complètement autre chose. Mais j'ai été frappé de l'absence de beaucoup aussi. Et puis, vous savez, il fallait aller vite. Mon but était très simple. Je voulais vraiment montrer quelles étaient les plus belles pages de la littérature française. Si je l'avais fait moi-même, j'aurais été forcément très subjectif. J'aurais dit mon point de vue. Mais je m'imaginais qu'en faisant appel à 365 personnalités connues de moi en tout cas, je pouvais aller un peu plus de l'avant. Et pourquoi 365 ? Parce que ça faisait les 365 jours de l'année. Alors le combat a été, dans le premier mois, j'ai reçu à peu près 150 réponses. Et puis après, plein de copains à qui je disais, mais tu ne m'as pas répondu. Oui, si, je l'ai fait ou je le ferai. Ce qui donne des choses amusantes. Il y a, je sais pas, 2-3 mois... D'Ormesson qui est absent. Oui, tiens, justement, lui. Il y a 2-3 mois, je rencontre Jean d'Ormesson dans la rue. Et il me dit, alors, tu es content ? Je dis, content de quoi ? Bah, ça t'a plu ce que je t'ai envoyé ? Ah oui, c'est formidable. Ah, ben tu vois, hein. Oui, mais malheureusement... Oui, malheureusement, c'est pas dans le bouquin. Le bouquin est déjà sorti. C'est le temps que mettaient les gens. Et attention, je ne condamne personne. On m'aurait demandé, quoique moi je suis toujours à l'heure, lorsque je promets, je tiens. Mais peut-être, lorsqu'on vous demande quelque chose, ça n'est pas que vous ne voulez pas le faire, c'est que vous prenez le temps de le faire. Et aujourd'hui, on pourrait faire un deuxième livre, parce que forcément, pour en avoir 365, j'avais demandé à 1 millier de personnes. Et aujourd'hui, j'ai encore 400 réponses, mais qui sont venues un peu plus tard. Oui, non, lorsqu'on a fait une chose, il ne faut pas la renouveler. Il faut passer à autre chose.
Alors, il y a l'hommage d'écrivains étrangers à nos grands Français, l'hommage d'un Wiesel à Camus, l'hommage d'un Eco à Gérard de Nerval. Et puis, il y a leurs commentaires. Il y a non seulement la page, mais leurs commentaires qui sont passionnants. C'est vraiment un petit bijou chaque jour à ouvrir et qui donne envie de relire des grandes pages de la littérature française. Et puis, l'invité du 31 décembre s'appelle Jacques Chancel. Ouais. Alors là, vous êtes aux antipodes de Proust. Ouais. Vous avez choisi Joseph Delteil. C'est un peu un hommage à la Lorraine, ça, Jeanne d'Arc. Je veux dire, oui, Joseph Delteil, c'est plus que la Lorraine, pardonnez-moi, oui, c'est quand même le Sud. C'est une plaisanterie. Non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que le livre qu'il a fait connaître, le grand livre pour lui, c'est Jeanne d'Arc. C'est encore un de ces écrivains dont je parlais tout à l'heure. Joseph Delteil, qui avait été refusé par les surréalistes, puisque André Breton l'avait mis à la porte parce qu'il était trop génial et trop libre. Joseph Delteil est un immense écrivain. Mais un immense écrivain qui avait le goût de la terre. Donc, il ne pouvait pas aller avec André Breton. André Breton avait le goût de Paris. André Breton était magnifiquement beau. Et Joseph Delteil avait du génie, mais il était banal comme homme. Mais il lui est arrivé une expérience assez extraordinaire. C'est qu'un soir, il est monté à Paris. Il est allé au Théâtre des Champs-Élysées, d'ailleurs avec André Breton, Philippe Soupeau, et puis quelques autres amis, Salvador Dali, tout ça. Et il a vu la Revue Nègre. La Revue Nègre, c'était à cette époque-là l'entrée du jazz en Europe. C'était à la fois Sidney Bechet et Joséphine Baker. C'était vraiment le jazz qui se découvrait à l'Europe. Et ces deux troupes étaient sponsorisées, comme on dirait aujourd'hui, par une jeune femme qui avait la chance d'être milliardaire aux États-Unis, qui s'appelait Caroline Dudley. Et un soir, André Breton et Joseph Delteil ont vu, en coulisses, le deuxième soir, ont vu cette dame, et Joseph Delteil l'a trouvée très belle. Ce qui fait que Joseph Delteil est revenu tous les soirs. Et comme le jazz, André Breton l'avait condamné, il a donc condamné dans le même temps Joseph Delteil au renoncement total par rapport aux surréalistes. Mais Delteil, amoureux fou, allait sans arrêt au Théâtre des Champs-Élysées, puis il a commencé à parler avec Caroline Dudley. Caroline Dudley, intelligente, cultivée, avait lu Jeanne d'Arc, qui avait eu le prix féminin à l'époque, hein. C'était dans les années 30, ça. Elle avait lu le prix féminin, donc elle était un peu amoureuse de l'écrivain. Et un soir, un mois et demi après, Joseph Delteil dit à Caroline Dudley, « Je vais vous faire une proposition, vous me dites oui ou non. Je vous aime. » Elle lui dit, c'est pas une proposition, c'est une déclaration. Oui, d'accord, mais je vous aime. Vous m'aimez, je pourrais vous aimer. Vous voulez le prouver, je pourrais le prouver. Eh bien, demain soir, nous partons pour le Clos de Massane. Le Clos de Massane est un endroit superbe, une vieille ferme, près de Montpellier, à Grabels. Nous partons, nous nous installons au Clos de Massane tous les deux, j'écris et vous me regardez. Ils sont partis le lendemain et Caroline Dudley n'a plus jamais revu les États-Unis, n'a plus jamais revu Paris, jusqu'au moment où elle a enterré Joseph avec moi. C'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse. Ah, oui. Ça vous tente d'en lire quelques livres? Non. Je ne me souviens plus d'ailleurs des lignes. Vous ne vous souvenez plus des lignes. C'était quoi? Donc comme je ne veux pas vous piéger, j'ai mis un petit... C'est quoi? C'est où? C'est là. Ah oui, c'est donc Jeanne d'Arc. Je vous donne un peu la manière qu'il avait d'écrire. Jeanne, donc. Jeanne vint au monde à cheval, sous un chou qui était un chêne. Déjà, 9 mois avant sa naissance, les maigres règles de la création furent prises de bouleversement. Elle prit forme comme on prend d'assaut. Jeanne naît dans un cri d'oiseau. La vie la reçoit sur une nappe blanche. Déjà, la sage-femme soulève l'enfant nu à bout de bras et, désignant à l'assistance le centre de son corps, une pucelle. Du haut du bûcher, un peu plus tard, du haut du bûcher, Jeanne considérait le spectacle, planait au-dessus de cette foule. La flamme montait d'un fagot à l'autre, léchante, rampante, basse, implacable. Une sorte de panique s'emparait du peuple. Les oiseaux s'étaient tus. 10 000 hommes pleuraient. Cochon lui-même,
tira son mouchoir de sa poche, mais pas une larme ne voulut de lui. Le bourreau, en remuant les cendres du bûcher, découvrit le cœur de Jeanne encore intact. Il attisa la braise, y jeta ce cœur. En vain. Le cœur de Jeanne est incombustible. On fuyait ce lieu honteux. Le cardinal d'Angleterre décarpissait à cheval, criant rouge à travers la ville. Nous sommes tous foutus. Nous avons brûlé une sainte. Et c'était Jeanne d'Arc. J'aime cet homme et je vous recommande un jour. Il y a un livre qui s'appelle La Deltaïrie qui est tout à fait remarquable. Mais Jeanne d'Arc, il faut lire Jeanne d'Arc. Sur le rayon de votre bibliothèque où sont les livres essentiels, il y a Jeanne d'Arc qui côtoie quoi, les mémoires d'Adrien. C'est simple, j'ai dans les Pyrénées une bibliothèque, si je suis fier de quelque chose, c'est de cette bibliothèque, parce que mon père était compagnon du devoir. C'est un homme qui faisait des escaliers, qui les sculptait, qui les posait, c'était formidable. Et ma bibliothèque a été faite, il y a maintenant une trentaine d'années, par des compagnons. D'ailleurs, le plafond sont toutes les fables de La Fontaine par Maddy de la Giraudière. Et là, j'ai énormément de livres, donc sur 2 étages, avec une grande galerie. Et lorsque je passe dans notre chambre, je passe devant la bibliothèque, et là sont les livres que j'aime. D'un côté, il y a la place de mon père qui est mort. Alors la place de mon père, c'est sa canne, son béret des Pyrénées, sa montre, tout est là. Et puis je vais un peu plus loin, il y a les livres. Alors il y a forcément Proust, il y a Flaubert, il y a Delteil, il y a tous ces gens que j'aime, quoi. Il y a un Yourcenar traîné l'autre soir aussi, parce que j'aime beaucoup Marguerite. Non, il y a d'autres livres, mais enfin, ceux-là en priorité. Et puis il y a tous les livres qui ont fait l'enchantement de ma jeunesse et qui sont là à très bonne place. C'est Dumas, Gaboriau, Eugène Sue. On parle toujours du comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires, ou du vicomte de Bragelonne. J'aimerais bien qu'on parle un jour des Deux Dianes, qui est Alexandre Dumas aussi, qui est l'un des plus beaux livres qui ait été écrit sur cette période. Voilà. Parmi vos grands entretiens de radioscopie, il y a effectivement Yourcenar, il y a Borges, avec lesquels vous avez séjourné. Oui, j'ai fait toute une semaine avec eux. Puis il y a Cohen. Oui. Et alors Cohen, ça m'amène aux veuves d'écrivains. Excusez-moi, mais j'ai retrouvé une phrase de vous. Je l'ai retrouvée maintenant. Ne m'obligez pas à être désagréable. Oh, juste un peu d'humour. Voilà. Ces monstres abusifs et souvent sans grâce. Vous avez eu tant de problèmes que ça avec la femme d'Albert Cohen? Non, il faut d'abord prendre le contexte général. Ce sont les veuves d'écrivains, de grands artistes, et il faut comprendre. Ces femmes ont été au service de leur mari tout au long d'une vie. Elles ont fait, comme ils étaient des artistes, qu'ils étaient vraiment en pleine lumière, elles étaient, elles, complètement dans l'ombre. Elles ont été malheureuses, elles en ont souffert et certaines ont été humiliées. Donc, après, elles se retrouvent totalement abusives. Mais c'est parfaitement le droit. On peut être exécuteur testamentaire de quelqu'un et veiller à ses intérêts-là. Mais Albert Cohen était un personnage tout à fait particulier, et lorsque, par exemple, j'ai écrit le livre le concernant, d'après les conversations que nous avions eues, Madame Cohen a souhaité qu'on n'aille pas un peu plus loin parce qu'il disait des choses quand même un peu dures. Par exemple, à un certain moment, on parlait du Yourcenar, c'est lui qui me parlait du Yourcenar parce qu'il était jaloux. Il m'avait dit avant, qu'est-ce que tu allais faire aux États-Unis? Tu allais voir Yourcenar? Tu pouvais pas venir me voir moi? Alors, on fait l'émission, puis il me dit, donc, avec son côté un peu ironique, donc, vous aimez beaucoup Marguerite Yourcenar? Et moi, je dis, évidemment, une grande dame, grand écrivain. Et il me dit, ça n'est pas un écrivain. Je lui dis, pourquoi ça n'est pas un écrivain? Parce qu'elle est lesbienne. Évidemment, cette phrase a fait un tonus. Alors, vous ne pouvez pas savoir. Ça a été le scandale. Toute la presse a repris ça. Toute la presse a repris ça. Yourcenar, interpellé, a dit, je ne réponds pas à ce vieillard. Donc, on était très mal partis. Et Madame Cohen, elle, se disait comment je vais en sortir. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi coquet qu'Albert Cohen. D'abord, on parle toujours de ses grands livres, hein, Belle du Seigneur, mais il y a le livre de ma mère qui est un grand écrivain. Et en même temps, il était d'une coquetterie insurmontable. Par exemple, on était là en train de travailler, moi j'étais là, il était en face de moi, et il y avait la porte qui était là parce qu'on était en direct de chez lui.
Et tout d'un coup, la porte s'ouvre, mais délicatement. Personne ne pouvait entendre qu'une porte venait de s'ouvrir. Et lui, alors on parlait je ne sais pas quoi, tout d'un coup, il me dit « Je voudrais vous parler de ma femme. Elle est formidable. Vous savez que Belle du Seigneur, elle l'a tapé 3 fois. Or, ça faisait 1500 feuillets à chaque fois. 3 fois. Vous ne pouvez pas savoir ce que je lui dois. Vous ne pouvez pas savoir ce que je lui dois. » Et puis il fait ça. Ouh, c'était elle qui apportait le thé. Mais il avait compris. Alors elle nous servait le thé, on continuait de parler. Et puis après, il me faisait « Tu crois qu'elle a entendu ?» Et j'aime cette proximité avec un écrivain. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et puis j'ai vu les lettres. Parce qu'après Belle du Seigneur, Albert Cohen a reçu des milliers de lettres. Alors, moi j'ai des livres dans mes armoires et partout. Lui, il avait des classeurs autour de son bureau. Et les classeurs, c'était remarquablement classé. Alors il me disait, choisis une lettre. Alors je disais, C. Quel chiffre? 22. Alors il allait, C, il ouvrait, classeur 22, il sortait une lettre. C'est une lettre de femme d'admiratrice. Il gardait toutes les femmes, toutes les lettres. Et ces lettres étaient admirables, toutes signées, avec les adresses, et j'avais l'impression que toutes ces femmes qui lui écrivaient voulaient lui montrer qu'elles pouvaient écrire aussi bien que lui. C'était d'une beauté sur le plan du littéraire, de la phrase, du raffinement du mot, mais tout à fait exceptionnel. Moi, je voyais là vraiment un summum de la littérature. Lui, il y voyait une conquête de l'amour. Il me disait, tu as vu, je les ai toutes. Alors qu'il était, mais vraiment confiné dans son 5e étage à Genève, ne sortant jamais de son appartement dans sa robe de chambre pourpre. C'était superbe. Et lorsqu'on approche les écrivains de cette manière, forcément, on est différent. C'est ce que j'aime, moi. Là, je regrette de ne pas être là demain et après-demain pour rencontrer, comme ça, toucher les écrivains, discuter avec eux. Georges Louis Borges, c'est une autre histoire. J'étais à Buenos Aires. Donc, Georges Borges, sa mère était morte, mais sa mère avait eu toute sa vie une gouvernante. Et la gouvernante était restée au service de Georges Louis. Il faut quand même rappeler que Borges était aveugle. Alors on parlait, c'est une des plus belles intelligences, des hommes les plus cultivés que j'ai jamais de ma vie rencontrés. D'ailleurs, c'était formidable, je suis resté 10 jours avec lui à Buenos Aires, on se promenait dans la rue, les gens, moi je voyais ça, les gens le saluaient, vraiment lui touchaient l'épaule. C'est vraiment le prophète de l'Argentine. Et puis un jour, à la fin d'une heure de conversation, la gouvernante nous dit si on voulait du leche, parce qu'il buvait du lait, mais moi j'aimais bien ça aussi, en Argentine en tout cas. Donc on prenait le leche vers 18h30. Elle m'apporte, je prends le verre, mon assistant prend le verre, elle lui tend le verre à Borges. Mais comme Borges est aveugle, il ne voit pas le verre. Et tout le verre, tout le lait sur son costume bleu pétrole sublime, et elle part en faisant. Et là, j'ai compris toute la détresse d'un homme comme celui-là. Parce que je me suis dit, si elle fait ça devant nous, c'est mon assistant qui s'appelle Jacques Perrault, qui a lavé complètement le costume avec un chiffon et de l'eau. Si elle fait ça devant nous, qu'est-ce qu'elle doit faire lorsqu'elle est seule avec lui? Ça doit être un drame, sa vie. Donc, on voit des livres, on lit des livres, on se dit qu'est-ce que c'est beau, quel grand écrivain. Puis, lorsqu'on entre parfois dans la coulisse, le paysage est tout à fait différent. Mais c'est ce qui me passionne, c'est savoir comment les gens vivent. Mais en revanche, ça fait de grands écrivains, parce que même dans la désespérance, au moins, ils auront eu une vie. Oui, tout à fait. Quittons un instant les écrivains, je vais vous confier aux questions de la salle. Avant, je voudrais vous poser une question. Cette semaine sort un film sur la Calas, avec Fanny Ardant qui joue la Calas. La Calas, vous l'avez reçue, connue à Radio? Non, c'est une belle histoire. C'est une belle et triste histoire. J'ai raconté un peu ce matin, d'ailleurs, à la radio. Et un jour, Georges Prêtre, qui est mon ami, qui est le grand chef d'orchestre, et qui a été le chef d'orchestre des dernières années de la Calas, c'est-à-dire celui qu'il a le mieux connu, qu'il a le mieux accompagné, et qu'il a peut-être le plus aimé,
me dit, il faudrait que tu rencontres Maria. D'abord, elle voudrait te connaître, puis ça serait bien que vous fassiez une émission ensemble. Donc le lendemain, vous imaginez, je l'appelle. Et nous parlons, je lui fais la proposition, elle me dit non, c'est fini, je ne chanterai plus. Vous arrivez trop tard. Et on parle. On parle pendant à peu près une dizaine de minutes. J'essaie de revenir sournoisement à la charge. Elle me dit, écoutez, ce que nous pouvons faire, vous m'appelez demain. Je la rappelle le lendemain. Je lui dis, je vous appelle comme vous l'avez demandé, donc vous avez réfléchi. Pas du tout, je ne chanterai plus jamais. Je lui dis, mais on pourrait faire une émission, vous n'auriez pas à chanter, on prendrait les extraits. Et là, s'il n'y a pas tellement d'extraits de la Calas, sauf ceux que vous connaissez tous. Mais on pourrait faire autre chose, des gens viendraient témoigner, chanter pour vous. On pourrait choisir tous les gens que vous aimez, toutes les cantatrices nouvelles. Téléphonez-moi demain. 3e jour, je la rappelle, et puis on reparle. Le 4e jour, je l'appelle encore, mais on ne reparle plus, ni de télévision, ni de rien, on parle de tout, de la musique, de la vie, de ce qu'elle vivait beaucoup plus tard. Nous nous sommes parlé ainsi pendant 1 an, tous les jours. Je ne l'ai jamais vue. Alors pourquoi? C'est la question que me posait Georges Prêtre encore récemment. Je pense que nous nous sommes raconté beaucoup de choses. J'avais senti vraiment le destin d'une femme tout à fait exceptionnelle, humiliée, parce que vous savez, mais totalement humiliée, donc cassée. Et je me disais que si je la rencontrais, j'enlevais un peu du voile du mystère. Et je voulais rester dans cet érotisme du téléphone. Parce que ce que nous avons vécu au téléphone était tellement beau que si j'avais dû la rencontrer, peut-être que tout cela, tout ce bonheur aurait été cassé. Je crois que c'est une aventure, disons, musicale ou littéraire intéressante de quelqu'un qui téléphone tous les jours à quelqu'un et qui ne le verra jamais. En tout cas, c'est ma vie passionnante avec une maîtresse que je n'aurais jamais rencontrée et qui s'appelle la Calas. Alors, nous allons laisser la salle vous poser quelques questions. Il y a beaucoup de monde aussi à l'extérieur de cette salle. Les personnes qui veulent venir rejoindre la salle pour poser leurs questions peuvent le faire. Et alors, nous avons toujours un problème de lumière dans cette salle pour voir les mains qui se lèvent. Mais là, voilà. Nous en voyons une. Vous avez de meilleurs yeux que moi. Je vois. Vous voyez, c'est parfait. Vous faites tout, c'est merveilleux. Je peux parler? Monsieur Jacques Chancel. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Vous avez rencontré des milliers de personnes. Et un peu plus fort. J'ai eu un grand bonheur à vous écouter pendant des années sur France Inter pour votre émission Radioscopie. Et j'avais un plaisir à vous écouter. Pourquoi? Parce que je ne vous voyais pas, bien sûr, à la radio. Je sentais à travers vos questions et surtout votre écoute, puisque vous l'avez redit tout à l'heure, vous avez une capacité d'écoute remarquable et ça s'entend à la radio, effectivement. Je sentais que vous étiez quelqu'un qui aimait les gens. Et maintenant que je vous vois là, tout près de moi, à 10 mètres, j'ai cette conviction qu'effectivement, vous aimez les gens, à vous voir, à vous entendre, spontanément. Et ces gens font partie de votre patrimoine, puisque, bon, on parle du patrimoine. Vous avez cité aussi tout à l'heure une personne à qui, que je peux comparer à vous, c'est monsieur Frédéric Lodéon, que j'écoute aussi assez souvent sur France Inter. Et qui aurait été un très grand violoncelliste s'il n'avait pas fait quelques erreurs. Oui. Et à l'entendre parler, ce monsieur que je n'ai jamais vu non plus, j'ai le même sentiment que c'est quelqu'un qui doit aussi aimer les gens. Alors la question était... Non, attendez, ma question est que déjà... Oui, j'avais une question derrière et le fait aussi d'aimer les gens, ça rend heureux et on voit que vous êtes heureux. Bon. Êtes-vous heureux, Jacques Chancel? Et heureux de vous entendre. Alors ma question c'est... Ah non, c'était pas la question. Vous savez, Marguerite Yourcenar, me parlant du bonheur, elle me disait le bonheur c'est un sous-produit. Je me méfie depuis.
Alors, dans tout ce patrimoine, donc, ce sont les gens que vous avez rencontrés, ce patrimoine humain. Et là, c'est ma question. Est-ce qu'il y a une personne, vous avez parlé de la Calas, mais je ne pense pas que c'est celle-là, peut-être une personne que vous auriez souhaité rencontrer, interviewer, oui. Et que vous n'avez pas pu rencontrer, interviewer, parce que peut-être qu'elle est plus du monde. Très bonne question. Qui vous a échappé? C'est un souvenir douloureux en plus, parce que c'est sans doute la seule fois où vraiment j'ai été tenu dans l'impossibilité de me rendre à un rendez-vous. Une autre fois, j'avais 42 fiers, mais je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, j'ai pu faire l'émission, c'était avec Arthur Rubinstein. Et j'ai fait l'émission, c'était en direct de Cannes, dans ma chambre, il était au chevet de mon lit, il me tenait la main, c'était sublime. Mais c'était radio, hein, à la télévision, on n'aurait pas pu faire ça. Mais j'ai raté un rendez-vous. Là, vraiment, on m'a interdit de quitter Paris. C'est lorsque je rejoignais Picasso. Et je n'ai pas fait Picasso. Je l'ai quand même eu au téléphone, il a compris dans quel état j'étais. J'ai en plus essayé après de le faire, il n'était plus libre, il était entré dans une autre vie qui était celle de la maladie, il était fatigué. Donc voilà, j'étais seul coupable d'un rendez-vous qui a été trahi. Et je m'en suis voulu parce que ne pas avoir eu Picasso, sur ce que je vois à l'exposition d'aujourd'hui, Picasso-Matisse, vraiment ça aurait été un bonheur. Mais on a tellement raconté Picasso, il y a tellement de choses sur Picasso, mais il n'y a pas une vraie conversation radiophonique qu'on pourrait réemployer avec Picasso. Et ça manque terriblement, parce que ce qui est bon, c'est de retenir la mémoire. Et puis, c'est de ne pas trahir. À propos de trahison, un jour, je recevais Henri de Montfred. Henri de Montfred est l'aventurier que vous savez, tout à fait étonnant. Et il me dit, c'est vrai, j'ai fait du trafic d'armes, j'ai fait du trafic d'esclaves, j'ai été marchand de femmes, j'ai tout fait. Mais tu vois, le matin, parce que je ne me suis jamais trahi, moi, lorsque je me regarde dans la glace, je peux me serrer la main. Ça vous convient bien, ça? Donc j'aime assez cette vision des choses. Je ne partage pas quand même tout ce qu'il a fait, attention. Hein. Vous parliez d'Arthur Rubinstein, et dans Fugacité, il y a une série de réflexions, on en a peu parlé, vous avez tellement de choses à dire. Il y a une phrase que j'ai notée, que j'ai trouvée très amusante, qu'Arthur Rubinstein vous avait dit un soir de grand échiquier: il n'y a pas beaucoup, heureusement, d'enfants prodiges, il existe hélas des quantités de mamans d'enfants prodiges. Ah, oui. Je trouvais ça assez beau. Ouais, c'est en plus un peu normal, quoi. Lorsqu'un petit garçon, une petite fille donne quand même des signes d'une certaine intelligence dans les études, ou au piano, ou au violon, je ne sais pas. Vous imaginez? Ah, oui, oui. D'ailleurs, pas seulement la maman, le papa aussi se disent j'ai peut-être un enfant prodige. Vous savez, on dit aujourd'hui un enfant surdoué. J'ai un enfant prodige. Moi, j'ai un petit neveu surdoué. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il est justement surdoué. J'espère le rattraper quand même très vite. Hein. Mais c'est terrible parce qu'il est tellement surdoué, tellement intelligent qu'il ne fout rien. Et ça, c'est dramatique. Mais les enfants prodiges, il y en a. Je suis allé en Israël tout à fait récemment, et j'ai vu vraiment des pianistes, des violonistes de 10, 12, 14 ans, mais c'est éblouissant. Ce sont des gens qui viennent, beaucoup viennent de Russie, mais c'est éblouissant d'entendre ça. Mais il y en a aussi dans nos conservatoires. Hein. Mais là-bas, c'est quelque chose d'étonnant. C'est justement la femme de Rubinstein qui s'occupait avant sa mort, qui s'occupait beaucoup de ces jeunes, de tous les jeunes prodiges. Mais c'est vrai, les mamans, alors c'est terrible. Lorsqu'elles viennent vous voir, c'est l'histoire de Menuhin. Menuhin était venu, il était avec je ne sais plus quel grand chef d'orchestre, et alors il était venu avec sa mère. Et la mère portait une petite valise, Menuhin portait le petit violon, et puis il y avait le maître, c'est Paul Paré, il y avait le maître. Alors, bonjour maître, bonjour madame. Vous savez, mon fils est un génie, je vous en prie madame, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il peut jouer, la mère ouvrant la petite valise aux partitions, il peut jouer tout ce que vous voulez. Demandez-lui, il peut jouer. Je ne vous parle pas, madame. Et puis, il se dit quand même, il faut que j'écoute le gosse. Menuhin, il se met au piano, Menuhin se met au violon, et il lui dit, tu vas me jouer la méditation de Massenet. D'ailleurs, Karajan, après, avait fait jouer cette œuvre à Anne-Sophie Mutter parce qu'on pense qu'elle est
la plus difficile, la plus facile, je veux dire, alors qu'à la vérité, elle se donne comme la plus difficile, parce qu'il faut faire toutes les notes. Et Melouine prend le violon. La mère, vous allez voir, maître, cette puissance. Paul Paré, madame, sortez. Mais non, c'est moi, sortez. Il l'accompagnait. Le gosse joue, au bout de 3 minutes, Paul Paré se lève. Il n'avait pas 10 ans à cette époque, mais non, il avait moins de 10 ans. Paul Paré se lève, le prend dans ses bras, l'embrasse et pleure. Il appelle la mère, il lui dit « Vous n'êtes pour rien ». Pour consoler un peu les femmes, toujours dans Fugacité, moi j'ai trouvé une autre réflexion que vous avez notée. Celle-là est de Rosa Luxembourg. Elle est sur la parité, elle m'a interpellée aussi, je la livre ici. C'est une femme qui aspire à être l'égale de l'homme, manque d'ambition. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous dire. Elle n'a pas à aspirer à être l'égale de l'homme. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, dans nos métiers, aujourd'hui, regardez, les grands reporters sont plutôt des femmes. Regardez la trace que font les femmes un peu dans tous les métiers aujourd'hui. Donc ça veut dire... Puis j'aime pas cette différence. Moi, je n'ai travaillé toute ma vie qu'avec des femmes. Et je ne l'ai jamais considéré que j'étais le patron, j'étais peut-être leur chef. Mais on travaillait totalement à égalité. Ça ne veut rien dire, mais c'est vrai qu'il y a encore un certain mépris. C'est vrai que ce mépris est quand même matérialisé dans beaucoup d'endroits par un salaire qui justifie le mépris. Donc c'est assez honteux. Mais c'est fini aujourd'hui. Vous êtes sortis de là. Hélas pour nous. Oui. Hélas pour nous. Alors, une autre question. Sur le livre, parce qu'il est quand même question d'écriture aujourd'hui. Et moi, j'aurais voulu interpeller M. Jacques Chancel sur l'édition pour enfants. Nous sommes à une